Merci beaucoup, Tania. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien, on voit l'écran, puis on voit ton sourire, tout est beau. Excellent. Super. Ben, d'abord, merci Tania pour la mention du prix là, c'est bien apprécié. Puis c'est vraiment c'est vraiment un honneur de partager ce prix-là aussi avec Rivelli. Merci aussi de m'accommoder aujourd'hui. C'est à mon tour d'être en isolement covidien. Fait que je m'excuse d'avance si je suis soufflée dans ma présentation, puis si j'ai une voix, si je parle du nez. Puis je vais tenter de rendre ça quand même dynamique malgré l'écran, malgré la distance. Donc, je commence sans plus tarder. Donc, je présente ma présentation qui a pour titre l'évaluation participative, une opportunité pour les systèmes alimentaires. Je suis dirigée par René Audet, comme Tania a mentionné. Donc, premièrement, les enjeux du système alimentaire. Ben, c'est quoi un système alimentaire? Ce sont les grands rouages qui passent vraiment de la production à la distribution, à la consommation des aliments. Puis, évidemment, sans surprise, notre système actuel est absolument imparfait. C'est l'un des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre, donc de 25 à 30 des émissions de gaz à effet de serre proviennent de notre système alimentaire. Puis en plus, parallèlement à tout ça, l'insécurité alimentaire, elle persiste même dans nos grandes villes occidentales. Donc à Montréal, ce sont plus de 11% des habitants qui souffrent de cette insécurité-là. Puis, il y a des organisations collectives en alimentation qui veulent s'attaquer à ces enjeux-là, donc qui veulent transformer notre système. Mais ces organisations-là ont beaucoup d'enjeux de pérennité, donc des enjeux financiers, des enjeux opérationnels ou de gouvernance, qui font que les initiatives n'ont pas toujours perduré dans le temps. Pardonnez-moi. Donc, ma recherche, moi, où est-ce qu'elle se situe, dans quel contexte? Donc, il y en a des organisations, comme je disais, qui veulent améliorer le système alimentaire, qui veulent transformer le système. Puis, le programme Montréal en commun et son volet alimentaire en fait partie. Donc, plus précisément, dans le fond, en 2019, la ville de Montréal a gagné le défi des villes intelligentes. Puis, de ce financement-là qui a été gagné, la ville de Montréal a pu faire lancer divers projets, notamment en mobilité, en données, mais aussi en alimentation. Donc, il y a 4 projets en alimentation qui ont été financés par le programme Montréal en commun, donc des projets de pôle alimentaire pour un petit peu repenser la distribution des aliments à l'échelle des quartiers, des serres urbaines, des cartes prépayées en aide alimentaire pour des aliments locaux, mais aussi une plateforme numérique où est-ce qu'on peut mutualiser des équipements en alimentation. Puis de ces 4 projets-là, dans le fond, la chaire de recherche sur la transition écologique, la chaire avec laquelle je travaille, a été mandatée pour accompagner ces 4 projets-là en termes de pratiques d'évaluation. Par évaluation, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, c'est vraiment de poser un regard critique sur ce qu'on fait, sur donc l'évaluation des processus, des retombées, des impacts des actions, donc des initiatives. Puis, la chaire, on a choisi de prendre un angle de participatif. Donc, c'est-à-dire de vraiment bien impliquer les parties prenantes dans tout ce qui est ce processus d'évaluation-là. Donc, d'impliquer les bonnes personnes au bon moment pour s'assurer de la cohérence puis de la pertinence de l'évaluation qu'on veut faire. Donc, dans tout ce contexte-là, je me pose évidemment une question de recherche. Je me suis demandé si les organisations intègrent vraiment des pratiques d'évaluation participative, donc si ils évaluent ce qu'ils font puis qui impliquent les bonnes personnes au bon moment. Est-ce que ça pourrait être un facteur de succès puis de pérennité de ces initiatives-là? Fait en d'autres mots, il y a plein de bonnes idées pour améliorer notre système alimentaire, mais je me demande vraiment comment on peut faire perdurer ces idées-là, perdurer les initiatives du système alimentaire alternatif. Puis, si l'évaluation participative elle peut être un bon outil pour ça, et donc si ça pourrait être un bon outil pour accélérer un petit peu notre transition socio-écologique du système alimentaire. Donc, l'approche méthodologique, c'est séparé vraiment en 2 grandes parties. Puis moi, pendant mon mémoire, ben, pendant toute ma maîtrise, en fait, là, j'ai eu le grand privilège de travailler en équipe avec
avec mes collègues de la chaire sur la transition. Fait que toute la première partie de démarche d'évaluation, j'ai pas travaillé toute seule du tout, j'ai travaillé avec plusieurs collègues. Puis c'était vraiment une recherche partenariale, donc on était vraiment avec les 4 projets que j'ai présentés plus tôt. Puis on voulait vraiment répondre à leurs besoins en termes justement d'évaluation. Donc, on a élaboré et animé, l'équipe, une démarche d'évaluation collective en 3 ateliers. On voit un petit peu à droite, là, ça doit être un petit peu petit pour vous, là, mais en gros, on a fait ça, on a donné 3 ateliers virtuels participatifs qui visaient vraiment à établir une vision collective puis des indicateurs collectifs pour évaluer les projets là, en alimentation. C'est également une approche un petit peu expérimentale de faire ce genre d'atelier-là avec 4 projets qui n'ont pas nécessairement des visées identiques. Je veux dire expérimental parce on a vraiment pris une posture réflexive par rapport à cette démarche-là, à savoir quels sont les bons coups, les mauvais coups de faire une telle démarche avec plusieurs partenaires. Puis, j'en parle un peu plus tard, mais on a d'ailleurs publié un guide d'évaluation à cet égard. À la suite de cette grande démarche-là, donc d'avoir fait des ateliers, des accompagnements avec les 4 projets, j'ai fait une série d'entrevues avec deux porteurs de projets par projet, donc 8 entrevues en tout. Puis je suis vraiment allée sonder à savoir quels ont été les effets, les perceptions d'une telle démarche sur leur pratique à l'interne. Donc, si l'intégration de pratiques d'évaluation dites participatives pouvait amener certains scénarios de pérennisation de leurs activités. Quelques résultats préliminaires. Je suis en train finaliser mon analyse sur NVivo, mais ce n'est pas tout à fait terminé, mais il y a quand même quelques constats qui ressortent malgré tout. Donc, premièrement, un constat, c'est que l'évaluation peut parfois être confondue avec la reddition de comptes. C'était pas toujours évident de bien saisir la différence, dans le sens que certaines organisations voyaient vraiment ça comme une lourdeur administrative d'aller s'évaluer, d'aller mesurer leurs impacts. Et ils ne voyaient pas nécessairement le plus-value d'intégrer des pratiques d'évaluation pour leur pérennité organisationnelle. C'était vraiment perçu comme nos bailleurs de fonds veulent des chiffres, veulent savoir ce qu'on fait, fait qu'il faut le faire, on n'a pas le choix. Alors que ça peut être positif d'intégrer des pratiques en interne. Mais par contre, l'intégration de nouvelles pratiques d'évaluation pourrait contribuer à faire perdurer les initiatives dans le temps. D'une part, parce que ça permet plus de partage d'apprentissage. Donc, les organisations avaient plus tendance à documenter quels étaient leurs bons coups, leurs mauvais coups, donc tous leurs apprentissages organisationnels, avaient plus de processus pour les partager à l'interne, mais aussi à l'externe avec d'autres acteurs du système alimentaire. Mais surtout, la mesure d'impact, le fait d'avoir des résultats probants sur les résultats de nos activités, ça pouvait permettre de faciliter l'accès à du financement. Donc ça, c'est définitivement un plus pour la pérennité financière, pour s'assurer que les initiatives peuvent perdurer dans le temps. Finalement, quelques perspectives d'avenir. L'importance de notre recherche, fait que je pense que ce que mes collègues et moi, la chaire, on a tenté de mettre de l'avant avec cette démarche-là, c'est vraiment de mettre de l'avant un outil pour améliorer le système alimentaire, puis le rendre plus juste, respectueux de l'environnement, etc. Donc, on le voit un petit peu comme une boîte à outils, là, la démarche qu'on a documentée, pour que les acteurs du système alimentaire puissent aller chercher puis l'adapter selon leurs besoins. Puis on a d'ailleurs, c'est ça, un scoop tout récent, on vient de publier un guide qui expose cette démarche collective en 3 ateliers, qui s'appelle justement Une évaluation en commun, qui est sur le site de la chaire sur la transition. Puis on a également animé un webinaire à cet effet il y a quelques jours, donc ça aussi, je pourrais vous partager le lien si ça vous intéresse. Et il y a une collaboration avec le système alimentaire montréalais qui est en train de se faire pour vraiment avoir une plateforme numérique où pourront converger des données d'évaluation. Donc, le but, c'est d'avoir un genre de tableau de bord où est-ce qu'on va pouvoir voir évoluer certaines données sur le système alimentaire pour bien alimenter les réflexions et supporter des prises de décision éventuelles. Donc, voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute.
je prends évidemment questions et commentaires, puis j'espère que c'était pas trop pire, même si j'étais à distance, que tout le monde a bien compris, bien entendu. Merci beaucoup, Mylène. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, s'il vous plaît. Si tu veux. On va amener la question vers toi, Mylène, pour que tu puisses bien l'entendre. Allô, Mylène? Allô, Marie! Mais moi, j'étais curieuse. En fait, tu as parlé que ça s'inscrivait dans Montréal en commun, puis le volet, justement, alimentation. Dans la longueur de ce projet, dans la durée de ce projet, vos résultats, vos guides d'évaluation, ce que vous avez mis en place, comment ça se passe à grande échelle, et situer ton projet dans tout ce parcours-là? Qu'est-ce qu'ils venaient chercher, en fait, quand ils ont commencé en 2019 et c'est quoi la fin que vous voulez montrer là dans le défi des villes intelligentes? Je ne sais pas si ma question est claire. Moi, je ne suis pas tout à fait certaine de bien saisir ta question, pour être honnête. Dans le fond, Oui, tu veux savoir où est-ce que moi, je me suis insérée dans tout ce parcours-là? Ou, ben, c'est ça. Et en fait, comme ça a commencé en 2019, là, à la fin, vos résultats, qu'est-ce qu'ils vont amener dans ce grand projet des défis des villes intelligentes? C'est quoi que vous allez emmener? C'est mieux là? je vais tenter de répondre, puis si jamais j'y réponds pas exactement, tu pourras me recentrer, là, sans problème. Euh, Dans le fond, dès que la Ville de Montréal a fait son dossier de candidature pour le défi des villes intelligentes, je pense que l'évaluation est un thème assez central, mais ils ne savaient pas nécessairement encore exactement comment ça allait s'opérationnaliser. Puis justement, c'est pour ça qu'il y avait déposé la mise à candidature, il y avait la chaire de recherche sur la transition écologique qui avait déjà un mandat d'accompagnement, donc on était inclus dans la mise à candidature. Puis, je pense que le plus-value de toute cette démarche-là, ultimement, c'est vraiment de mettre de l'avant des bonnes pratiques d'évaluation, d'expérimenter puis de documenter une démarche collective comme ça avec des projets qui n'ont pas nécessairement des visées qui sont identiques. Puis, ultimement, de faire du partage d'apprentissage, donc avec le guide, le webinaire, etc. Puis, ultimement, mon mémoire aussi quand il sera finalisé. Le but, c'était vraiment de partager les apprentissages au plus d'acteurs possible du système alimentaire, mais aussi en innovation sociale en général, pour justement que tout le monde puisse en retirer le plus possible. Fait que je ne sais pas si ça répond à ta question, Marie, là, mais il y avait définitivement C'est parfait. une Merci. ambition d'élargir ce qu'on faisait. Merci beaucoup, Mylène. J'aimerais présenter notre dernier conférencier de la journée. Donc, il s'agit de Jérémie Dupont. J'ai vraiment eu le plaisir d'enseigner Jérémie au bac en sciences naturelles appliquées à l'environnement. Et c'est un produit de l'ISE qui a continué, un diplômé de notre BSNAE qui est rendu maintenant à la maîtrise. Et il va nous parler des éléments traces métalliques dans l'air provenant de la fonderie Horn et des effets sur les écosystèmes forestiers. Donc, sans plus tarder, Jérémie. Merci. Comment? Ouais. OK, merci. Right, bon, ben, aujourd'hui, je vais vous présenter des résultats qui représentent finalement un volet de mon projet de maîtrise. C'est des résultats qui sont tout frais. Puis, j'ai intitulé la présentation « Les lichens, une mine d'information ». Ça va porter sur l'empreinte spatiale de la fonderie Horn, qui est un de nos grands pollueurs au Québec. Donc, la fonderie Horn, d'abord, juste pour mettre un peu le contexte, est à Rouyn-Noranda, qui est en Abitibi-Témiscamingue. Abitibi-Témiscamingue, qui est une très importante région minière au Québec, la plus importante en fait. On y trouve des mines de cuivre puis d'or tant historiques, il y a presque un siècle d'exploitation minière dans la région, qu'actuelle. Puis on y trouve aussi la fonderie Horn, qui est une fonderie de cuivre. Puis la fonderie Horn, ce qu'on y fait là-bas, finalement, c'est de l'affinage personnalisé de minerais de cuivre pour faire un produit d'une grande pureté, mais aussi le recyclage de déchets électroniques. Ça en fait la plus importante installation de recyclage de déchets électroniques en Amérique du Nord.
Mais ce qui arrive, le recyclage des déchets électroniques, c'est de quoi qui est rendu nécessaire, notamment par la grande demande pour certains minerais, certains métaux qui sont très en demande, on va dire, pour les industries technologiques notamment. Mais ce qui arrive avec ça, c'est que ça entraîne ces deux activités-là, l'émission d'éléments en traces métalliques par voie atmosphérique qui ont le potentiel de se ramasser dans les écosystèmes environnant la ville de Rouen. Donc, pour explorer cet enjeu-là, nous autres, on a décidé de s'appuyer sur un bioindicateur parce que c'est vraiment des milieux relativement difficiles d'accès. Il n'y a pas d'électricité sur mes sites d'échantillonnage. Fait qu'on s'est appuyé sur notamment le lichen, qui va être vraiment le cadre de la présentation. Le lichen, il présente l'avantage de ne pas avoir de système racinaire. Donc, lui, il va capter ces minéraux et des contaminants directement dans l'air. Puis, il a la capacité d'accumuler dans des quantités qui dépassent largement ses besoins et qui sont représentatifs du milieu, finalement. Puis, nous autres, on s'est intéressé plus spécifiquement à Cladonia renifera, qui est une espèce bien spécifique qu'on a sélectionnée notamment à cause de sa très large distribution. C'est vraiment une espèce qu'on retrouve dans l'hémisphère nord. Puis, la fait qu'elle est très abondante dans la zone d'intérêt, mais aussi parce qu'elle est sensible à la pollution. Puis, il y a quelques limites associées avec son utilisation, mais la principale, c'est le fait que les concentrations qu'on va obtenir par le lichen, ça représente finalement des moyennes sur la durée de vie de l'organisme. Il n'y a pas vraiment une résolution temporelle super élevée. Mes objectifs, plus concrètement, c'était d'évaluer, de faire vraiment un scan complet de la contamination en éléments traces dans les écosystèmes terrestres, plus des écosystèmes forestiers, autour de Rouyn-Noranda en utilisant mes lichens. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est décrire la relation entre la bioaccumulation dans les organismes puis la distance de la fonderie, puis ensuite exploiter cette relation-là pour déterminer des niveaux de base, des backgrounds d'origine géologique, finalement. Puis, on voulait aussi exploiter la sensibilité de Cladonia renifera pour voir la relation entre la bioaccumulation puis l'abondance de Cladonia renifera qui pourrait être affectée négativement par la pollution autour de Rouen. Donc là, vous voyez mes sites d'échantillonnage. J'ai 24 sites d'échantillonnage que vous remarquerez, j'ai disposé le long d'un transect de à peu près 50 km. Il est orienté vers le sud-est, qui est une orientation qu'on a déterminée finalement en fonction des vents dominants que j'ai illustrés dans le cadran C, mais aussi des sources secondaires d'émissions. Il y en a beaucoup dans la région de Rouyn-Noranda. On peut penser au bassin de résidus miniers, des mines actives. Il y a le site d'enfouissement de Rouyn-Noranda, il y a l'aéroport. Fait qu'on a tenu vraiment à se tenir loin de ces sources-là pour se concentrer sur la source ponctuelle qu'est la fonderie Horn. Puis un autre aspect qui nous a limité dans la section des sites, c'est la section des écosystèmes, du type de peuplement forestier finalement, parce qu'on sait que la structure forestière, ça peut affecter la mobilité des contaminants sous forme de particules. Donc, on s'est vraiment concentré sur les peuplements de pins gris, qui présentaient un double avantage qu'on y retrouve pas mal de lichens, mais aussi que c'est des écosystèmes qu'on va retrouver sur des promontoires rocheux qui sont vraiment, qui vont surmonter le paysage, qui sont particulièrement exposés aux flux de particules associés aux activités de la fonderie. Donc, d'un point de vue plus échantillonnage méthodologique, les lichens, finalement, on a juste récolté le lobe apical parce qu'on jugeait en évaluant dans la littérature que ça correspondait à la croissance des 5 dernières années. Puis, nous autres, on s'intéresse vraiment à la portion internalisée. Donc, on a tout rincé ces échantillons-là à l'eau puis à l'EDTA pour enlever tout ce qui était particules absorbées en surface du lichen, puis vraiment voir ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qui est internalisé. Ensuite, ces échantillons-là, on les a traités, puis ils finissent digérés dans l'acide avant de passer dans les CPMS triple quad, qui est vraiment un appareil très sensible. Moi, j'ai bien aimé ça. Utiliser cet appareil-là, c'est lui qui nous permettait finalement de faire vraiment un scan complet de tout ce qui est élément trace, pas juste se concentrer sur le cuivre ou le plomb, puis d'aller au fond des choses. Puis pour ce qui est de l'abondance, on est allé une méthode par quadrat. On a fait des quadrats d'1 mètre par 1 mètre, puis l'abondance, on l'a évaluée sous la forme d'un pourcentage de couverture au niveau du sol. Puis j'ai aussi testé avec du matériel de référence certifié pour valider la robustesse de ma méthode. On peut penser plus concrètement aux résultats. Pour ce qui est des résultats, ce qu'on remarque d'entrée de jeu, c'est qu'il y a vraiment une belle relation de décroissance exponentielle avec la distance de la fonderie, relation qui est vraiment hautement significative. Puis
la clarté de cette relation-là, ce qu'elle nous dit, c'est un peu que finalement, on a réussi à se tenir loin des sources secondaires d'émissions. Il y a vraiment un patron spatial qui est clair, qui est associé à la fonderie. Puis, ce qu'on observe aussi, c'est des gradients de bioaccumulation que j'ai illustrés dans le tableau. Les gradients de bioaccumulation, finalement, c'est de constater que les concentrations à proximité de la fonderie, par exemple avec le plomb, sont 755 fois plus élevées que sur les sites éloignés de la fonderie. Donc, c'est une manière de visualiser un peu l'enrichissement en éléments traces dans les écosystèmes. Puis, on a pu déterminer des fonds de base pour certains de ces métaux-là. Là, j'en ai illustré juste 4, mais vous remarquerez qu'il y a d'autres métaux qu'on a échantillonnés, dont plusieurs qui n'avaient jamais été détectés dans les écosystèmes proches de Rouyn-Noranda, comme l'argent, le cobalt, le molybdène, le vanadium, le chrome. Puis, pour ce qui est des éléments un petit peu plus innovants qui nous intéressaient, bien, il y avait aussi les terres rares. Puis, les terres rares, nous autres, comme sont de plus en plus utilisés en électronique, puis qu'on parle d'une grande installation de recyclage de déchets électroniques, bon, on s'attendait à en trouver du lantane, du cérium, du néodyme, qui sont comme les plus communs, mais finalement, on les a presque tous trouvés. Puis ça nous a un peu surpris, mais c'est ça. Puis là, le gradient de bioaccumulation est plus modeste, ça tourne autour de 10, mais ça reste que quand même une tendance spatiale claire à partir de la fonderie. Puis encore une fois, ça nous a permis de déterminer des niveaux de base pour ces métaux-là. Mais là, comme le fait de trouver des terres rares, ben, toute cette diversité de terres rares-là proche de la fonderie, ben, c'est un résultat particulièrement intéressant pour nous. Mais on a décidé d'aller un petit peu plus loin pour avoir de la robustesse dans ce résultat-là. Donc, on s'est intéressé aux anomalies. Dans le fond, les terres rares, à l'échelle du globe, à l'échelle de la croûte terrestre, c'est relativement stable dans les proportions relatives des différentes terres rares. Puis, sachant ça, ben, on a standardisé nos données par un standard, le Post-Archean Australian Shell, qui nous permettait de voir s'il n'y avait pas des anomalies dans les proportions, s'il n'y avait pas une terre rare qui se retrouvait à être enrichie beaucoup plus qu'une autre, ce qui viendrait foquer les proportions. Puis là, mettons qu'il y a un enrichissement en terre rare d'origine anthropique, donc on s'attendrait à avoir des anomalies positives dans ces proportions-là. Anomalies que j'ai mis un exemple de calcul, finalement, sont basées sur les 2 terres rares adjacentes. Puis là, ce qu'on observe, là, je me suis vraiment concentré sur les 10 premiers kilomètres pour ce qui est de cette partie-là, parce que c'est là qu'on observe l'essentiel de l'enrichissement en terre rare, mais aussi parce que c'est là que tous mes échantillons étaient au-dessus de la limite de détection. Puis ce qu'on constate finalement, c'est qu'il n'y a pas de terre rare qui se démarque particulièrement. Les anomalies, ça varie, ça tourne autour de 1, puis ça nous permet un peu d'inférer sur l'origine de ces terres rares-là. Parce que, comme je disais, si ça serait associé au recyclage de déchets électroniques, bon, on s'attendrait à avoir des anomalies, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Fait que c'est vraiment un enrichissement qui est indéniable quand même. On a jusqu'à 10 fois les concentrations près de la fonderie, mais qui respecte les proportions géologiques. Fait que là, nous autres, ça nous fait nous dire que potentiellement, qu'il va être associé au traitement du minerai de cuivre, simplement, et non au recyclage de déchets électroniques. Là, au-delà de la bioaccumulation, ben moi, je voulais voir l'impact sur l'abondance, sur la biomasse. Fait qu'on s'est intéressé avec la relation avec la distance pour ce qui est de la biomasse. Là, ce n'est pas particulièrement flagrant. Il y a beaucoup de variations, mais ce qu'on constate, c'est que finalement, il n'y en a pas de lichen à proximité de la fonderie. Avant 4 km, il n'y a juste pas de lichen. Jusqu'à 10 km, c'est très dur d'en trouver. Puis, quand on a voulu explorer, finalement, qu'est-ce qui expliquait cette diminution de l'abondance-là, ben, on a checké des différents métaux, quel qui était le mieux corrélé avec l'abondance. Puis, le métal qui ressortait, c'était l'argent. Là, c'est sûr, c'est un résultat que je vous invite à prendre avec un grain de sel parce que tous mes métaux sont tous corrélés entre eux. C'est une bioaccumulation de multiples éléments de traces, tous en même temps. Puis il peut y avoir des interactions entre ces métaux-là, mais le fait que ce soit l'argent qui ressort, c'est quand même de quoi de cohérent avec ce qu'on retrouvait dans la littérature, qui montre que l'argent c'est parmi les plus toxiques des métaux pour les lichens avec le mercure. Puis là, j'ai fini avec mes résultats, mais je voulais juste discuter rapidement des implications de ceux-ci. C'est que finalement, les lichens de Rouyn-Noranda, ils nous racontent quelque chose. Ils nous racontent que la pollution à Rouyn-Noranda, ce n'est pas juste du cuivre, ce n'est pas juste du plomb, de l'arsenic. Il y a pas mal de stocks autour de Rouyn-Noranda. C'est une pollution qui est très diversifiée. Puis, comme que je vous disais, il y a un usage de plus en plus courant de multiples métaux dans les technologies. Le recyclage électronique, ça va être de quoi qui va être appelé à prendre de l'ampleur encore dans l'avenir. Puis, à cause de ça, probablement que des éléments de traces d'intérêt émergent, d'intérêt stratégique, comme les terres rares, du molybdène, ben, on va retrouver de plus en plus dans nos écosystèmes. C'est dommage, mais puis c'est important de voir que nos méthodes d'échantillonnage sont en phase avec cette nouvelle réalité-là, puis que finalement, on est capable de faire le travail de suivi puis de responsabilisation de l'industrie minière, qui est quand même une industrie qui a
qui a un passé assez lourd. Des fois, ils ont fait des erreurs, mais là, on s'appuie beaucoup sur eux pour la transition énergétique. Puis pour moi, c'est important justement de pouvoir jouer mon rôle un peu à ma façon, de chien de garde, puis de pouvoir responsabiliser cette industrie-là. Fait que merci de votre écoute. Là. Je voudrais juste prendre peut-être une petite seconde pour remercier tous ceux qui sont impliqués dans mon projet de près ou de loin, puis qui en ont fait un succès. Merci. Très bien, Jérémy. J'avais une petite question. Tu disais que, en fait, tu avais vu que ton espèce à l'étude, en fait, n'était pas à proximité de ton usine. Mais est-ce que tu te rappelles avoir vu d'autres espèces qui avaient pris un peu la place? Tu sais, des fois, c'est qu'on a des espèces indigènes qui sont plus sensibles, qui ont tendance à disparaître ou à être plus impactées par les métaux lourds, admettons. Mais tu as des espèces qui sont néanmoins un petit peu plus envahissantes, si tu veux, comme des espèces exotiques envahissantes qui peuvent des fois être opportunistes puis prendre ces espaces-là, puis sont capables de faire de la bioaccumulation assez importante puis être moins sensibles à ces contaminants. Est-ce que tu avais... Je sais que ce n'est pas nécessairement le sujet de ta question, mais si tu avais été capable d'observer ça sur le terrain en fonction du gradient de distance? Merci pour la question. C'est une bonne question. Oui, effectivement, nous autres, ce n'était pas nécessairement des espèces invasives ou quelque chose d'étranger au milieu, mais effectivement, à proximité, sur les sites où moi, je ne trouvais pas de mon lichen à l'étude, il y avait du lichen, il y avait des roches recouvertes de lichen. Puis j'en ai pris des échantillons de ces lichens-là, puis on remarquait vraiment qu'il y avait des degrés de bioaccumulation assez conséquents, là, de quoi qu'on ne pourrait jamais voir dans mon espèce de lichen parce qu'elle ne les tolère pas. Mais moi, je ne suis pas spécialiste en taxonomie des lichens, fait que je ne pourrais pas dire nécessairement c'était quoi les espèces, mais somme toute, oui. C'est pas l'absence de lichen à proximité de la fonderie, ce n'était pas nécessairement une question de manque d'habitat. Des sites où il y aurait potentiellement pu avoir du lichen Cladonia rangiferina, il y en avait, mais il était occupé par une autre espèce de lichen qui clairement a une tolérance plus grande. Puis ça, c'est quelque chose de bien documenté, qu'il y a vraiment de la variabilité dans la tolérance à la contamination au niveau des lichens. Puis c'est même une manière d'évaluer la pollution. Je sais qu'autour de Sudbury, ils ont fait des recherches comme ça. Ils faisaient la corrélation finalement entre la bioaccumulation puis la diversité des lichens qu'on observait, parce qu'il y a plein d'espèces qui ne sont pas aussi tolérantes. Puis moi, c'est pour ça que je me suis concentré sur une qui ne l'était pas. C'est que la Cladonia rangiferina n'est pas tolérante, mais elle nous permettait aussi de voir un peu une notion d'impact. Puis tu sais que la Cladonia rangiferina, c'est l'espèce qui alimente les caribous. Mais il n'y a plus même de caribous dans le coin de Rouyn-Noranda, fait qu'on n'a pas pu faire une étude avec des niveaux trophiques multiples, ce qui aurait pu être intéressant, mais c'est ça qui est ça. Merci. Merci beaucoup, Jérémy. Un grand merci à tous les 3 conférenciers du bloc.